Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui, préenregistré en télétravail en raison du Covid-19. À la une de l'actualité en ce jeudi 30 avril 2020. Coronavirus en Afrique, reprise graduelle des classes au Sénégal à partir de juin. Le pays distribue massivement des vivres pour amortir le choc de la pandémie. En Afrique du Sud, le nombre de cas atteint les 5000, mais le gouvernement est d'avis que le confinement porte ses fruits. Rencontre tout à l'heure avec une gynécologue sud-africaine qui fait partie des médecins en première ligne du combat contre le Covid-19. Aux États-Unis, 3,8 millions de nouveaux inscrits au chômage en une semaine à cause de la pandémie. Le nombre total de chômeurs indemnisés atteint son plus haut niveau de l'histoire, selon le département du travail. Si des États comme New York refusent d'envisager le déconfinement, d'autres tentent déjà de rouvrir leur économie. Fermées depuis 1 mois et demi pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus, les écoles vont rouvrir au Sénégal à partir du 2 juin. D'abord pour les élèves en classe d'examen, les écoles et les universités sont fermées depuis mi-mars. Le pays a déclaré 882 cas confirmés de Covid-19, dont 315 guéris et 9 morts. En Guinée, l'ONG Human Rights Watch accuse le pouvoir d'entraver la nécessaire coopération de la population dans la lutte contre le coronavirus en procédant à des intimidations et à des arrestations d'opposants dans un contexte de restriction des libertés liées à la maladie et de crise politique persistante. La Guinée fait partie de ces pays où l'état du système sanitaire provoque l'inquiétude face à la pandémie. Au Burkina Faso, le coordonnateur de la lutte anti-coronavirus, le professeur Martial Ouedraogo, a été démis de ses fonctions après une controverse sur les causes du décès de la première victime officielle du Covid-19 en Afrique. C'était le 18 mars dernier. On avait appris plus tard qu'il s'agissait de la députée d'opposition et deuxième vice-présidente de l'Assemblée Rosemary Compaoré. Mais sa famille a émis des doutes sur les causes de sa mort, en affirmant n'avoir jamais reçu son dossier médical. Au Cameroun, le gouvernement veut empêcher la collecte de fonds initiés par le principal opposant Maurice Kamto pour lutter contre le coronavirus. Yaoundé juge l'initiative illégale et ordonne à 2 opérateurs téléphoniques de fermer les comptes mobiles ouverts pour cette opération baptisée Survie Cameroun Survival Initiative. Repartons au Sénégal où les autorités ont démarré une campagne pour distribuer des kits alimentaires aux populations les plus vulnérables afin de les aider à surmonter la crise du Covid-19 et freiner la propagation de la maladie. Didi Dziko nous en dit davantage. Les autorités sénégalaises ont commencé à distribuer des aides alimentaires aux citoyens alors que le pays vit sous la menace du nouveau coronavirus. Le ministre sénégalais du développement communautaire Mansour Faye a remis les premiers colis à Guinao, une banlieue de la capitale Dakar. Nous venons de procéder à la remise du premier kit d'appui alimentaire destiné aux populations vulnérables, 1 million de ménages à l'échelle nationale, soit environ 8 à 10 millions de Sénégalais impactés. 8 à 10 millions de personnes bénéficiaires, cela signifie qu'environ 50% de la population sénégalaise devrait recevoir cette aide alimentaire. Une aubaine selon Mahamadou Sakaba, un imam local. Inch'Allah, ça va nous servir vivre plus de 2 mois, 3 mois. Inch'Allah, on n'oblige pas de sortir pour avoir les denrées. Inch'Allah. Les ménages reçoivent des paniers contenant de l'huile, du sucre, des pâtes, du riz et du savon, d'une valeur d'environ 65 000 francs CFA. Diaran Diaye Diop est enseignante et mère de 5 enfants. Elle n'a pas pu travailler depuis l'instauration de l'état d'urgence fin mars. Elle explique qu'elle a 11 bouches à nourrir et que cette aide lui permettra de tenir un peu plus d'1 mois. C'est pour toute la famille. Parce que si on vous écrit sur la liste, on demande le nombre de cuisines qui existent dans la famille. Si vous
fait une seule cuisine, donc c'est pour un seul kit. Les autorités ont précisé que 3207 kits alimentaires seraient distribués dans le quartier de Guinao au cours des 10 prochains jours. On en parlait un peu plus tôt, le nombre de cas de coronavirus a atteint la barre des 5000 en Afrique du Sud, mais le gouvernement se réjouit de l'efficacité des 5 semaines du confinement anti-coronavirus imposé au pays, confinement qui doit être assoupli à partir de ce vendredi. Dr Tahira Hassim est l'une des médecins à l'avant-garde de la lutte contre la maladie dans le pays. Avec l'arrivée de la pandémie, le rôle de cette gynécologue a changé. Elle est maintenant en charge de l'unité d'isolement gynécologique de son hôpital. Un reportage de Maryse de Clark, le récit est de Claire Morin-Gébourg. Mes patients me regardent pétrifiés. Ils me demandent « Docteur, n'avez-vous pas peur ?» Je les regarde en pensant qu'au fond de mon cœur, j'ai tellement peur. Mais je me dois de les rassurer. Après ma journée à l'hôpital, je me précipite vers le centre de test Gift of Givers de l'université Wits, où je suis à nouveau en première ligne. J'effectue des tests sur des patients qui arrivent dans leur voiture et ces patients sont très probablement positifs ou ont été exposés. Quand on me demande « Pourquoi faites-vous cela ?» c'est un travail tellement différent. D'habitude, ma réponse est « pour sauver des vies ». Mais avec ça, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Tout ce que je peux dire, c'est que je dois mettre mes angoisses de côté. Je dois mettre ma famille de côté. Et nous devons tous faire ce que nous pouvons. Dans mon hôpital, nous n'avons que 20 lits de soins intensifs. Et d'après ce que j'ai lu, 80% des patients mis sous respirateur artificiel meurent. Alors ma question est, devrions-nous avoir plus de lits de soins intensifs ou devrions-nous avoir plus de respirateurs? Devons-nous garder ces patients en vie pendant 10 à 20 jours alors qu'en fin de compte, ils vont mourir en exposant notre personnel et en utilisant nos ressources limitées? C'est là que les questions éthiques se posent. Une de mes patientes est venue et elle voulait m'apporter des fleurs. Et elle m'a dit qu'il valait mieux me donner ces fleurs en papier car elles ne meurent pas. Les fleurs fraîches meurent et elle croit que le coronavirus ne me tuera pas parce que les fleurs qu'elle m'a données ne mourront pas. Ces fleurs sont ma lueur d'espoir. Le point sur la pandémie dans le monde maintenant. Le Covid-19 a fait à ce jour plus de 227 000 morts sur la planète. Plus de 3 180 800 cas ont été diagnostiqués. La Corée du Sud annonce ce jeudi n'avoir répertorié aucun nouveau cas pour la première fois depuis que la maladie est apparue dans le pays le 18 février dernier. Des récessions en cascade, le produit intérieur brut, le PIB de la zone euro a reculé de 3,8% au premier trimestre, son repli le plus important depuis la création de la monnaie unique en 1999. La France a fait état d'une contraction historique de son PIB au premier trimestre de 5,8%. L'Espagne a vu son PIB se contracter de 5,2%. Nous sommes devant une situation économique et sociale gravissime, a commenté le chef du gouvernement. En Italie, le recul attendu est de 4,7%. En Allemagne, le nombre de chômeurs a bondi de 13,2% en avril, sa plus forte hausse en un mois depuis 1991 en raison de l'impact du coronavirus. De son côté, la Russie a franchi la barre des 100 000 cas de contamination et a enregistré 1073 morts. En Iran, le bilan total est chiffré à plus de 6 000 morts. C'est le pays le plus touché du Proche et Moyen-Orient par l'épidémie. Les États-Unis demeurent le pays le plus affecté dans le monde avec environ 61 000 morts pour plus d'1 040 000 cas. À New York, le nombre des décès quotidiens a été divisé par plus de 2 par rapport au pic de 799 morts enregistré le 9 avril dernier. La ville de Los Angeles va, elle, proposer des tests gratuits de dépistage au nouveau coronavirus à tous ses résidents, qu'ils présentent des symptômes ou non, selon le maire Eric Garcetti. Et en raison
raison de la pandémie notamment, le pays a enregistré 3,8 millions de nouveaux inscrits au chômage sur une semaine, ce qui porte à plus de 30 millions les nouvelles demandes depuis mi-mars, d'après les chiffres publiés ce jeudi par le département du travail. Certains États américains assouplissent déjà les mesures de confinement malgré la crainte que le nombre de cas de Covid-19 ne continue d'augmenter dans le pays. Comme on le verra dans ce reportage de Brian Padden, les gouverneurs tentent d'équilibrer le danger pour la santé publique avec l'énorme coût économique du confinement. C'est un récit de Thierry Kaoré. Les gymnases, les salons de coiffure et les restaurants font partie des entreprises non essentielles qui ont réouvert dans l'État de la Géorgie. Le premier à prendre des mesures de grande ampleur pour redémarrer l'économie locale. Malgré cela, ces entreprises sont tenues de respecter les directives en matière de distanciation physique, d'assainir les locaux, de dépister les employés pour les symptômes de coronavirus tels que la fièvre. Nous vérifions les températures. Nous nous assurons que les clients remplissent un questionnaire avant tout type de service sur eux, en veillant à ce que nos mains soient lavées. Mais le taux d'infection par le Covid-19 dans l'État de Géorgie est toujours en hausse. Et les experts en santé publique avertissent que tenter de soulager prématurément la douleur économique causée par le confinement risque d'entraîner une nouvelle flambée du coronavirus. En ouvrant l'économie, nous exposons à ce virus des personnes immunologiquement naïves, c'est-à-dire sans anticorps, sans antécédents du virus, et en fin de compte, nous pourrons conduire à une situation où nous perdons des vies, où nous verrons une augmentation des hospitalisations. Des manifestations ont éclaté à travers le pays pour que les activités reprennent. Pourtant, les sondages d'opinion montrent que le public soutient fermement les restrictions imposées aux entreprises et aux grands rassemblements pour contenir l'épidémie, jusqu'à ce qu'un traitement efficace ou un vaccin soit développé. Le président Donald Trump a laissé aux États le soin de décider quand reprendre les activités économiques. Le 27 avril, il a annoncé de nouvelles directives pour aider les entreprises à réouvrir en toute sécurité et augmenter la capacité de tests à l'échelle nationale. Assurer la santé de notre économie est vital pour assurer la santé de notre nation. Ces objectifs fonctionnent en tandem, ils vont de pair. D'autres États autorisent également la réouverture de certaines entreprises, car les pertes d'emplois généralisées et les lacunes de l'aide publique au chômage laissent beaucoup d'habitants sans suffisamment d'argent pour payer la nourriture et le loyer. Mais cela peut être un processus lent, disent les experts. Nous devons peut-être le faire progressivement pour voir si nous pouvons y faire face ou si nous obtenons soudainement une nouvelle poussée dans les cas de Covid. Et ça sera un délicat exercice d'équilibre. À New York, qui a été l'épicentre de l'épidémie aux États-Unis, le gouverneur a déclaré que l'État élaborait un plan progressif de réouverture basé sur les directives des centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies. Premièrement, les États doivent voir une période soutenue de diminution de cas de Covid-19 suivi d'une augmentation de tests et de l'évaluation des risques. Nous allons laisser 2 semaines entre les phases afin de pouvoir surveiller l'effet de ce que nous venons de faire. Agir, surveiller. Alors que certaines entreprises commencent à réouvrir, des flambées de Covid-19 ont forcé d'autres à fermer. C'est le cas de l'industrie de l'emballage de viande qui a dû fermer certaines installations, perturbant temporairement la chaîne d'approvisionnement. Le président Donald Trump a publié un décret autorisant la poursuite des activités dans ce secteur afin d'éviter des pénuries alimentaires et des prix plus élevés. Retour en Afrique, l'une des figures de la lutte anti-apartheid, Denis Goldberg, célèbre compagnon de route et de captivité de Nelson Mandela, est mort à l'âge de 87 ans. La fondation qui porte son nom écrit que Denis Goldberg a dédié sa vie au combat pour la liberté en Afrique du Sud. Au début des années 1960, le jeune ingénieur blanc a rejoint l'ANC, le Congrès national africain, à la pointe du combat contre le régime raciste blanc de l'époque. Après sa condamnation à la prison à vie aux côtés de Nelson Mandela, lors du célèbre procès dit de Rivonia, il a été séparé de ses compagnons, eux incarcérés sur l'île prison de Robben Island, et a été emprisonné pendant 22 ans dans la capitale Pretoria. L'actuel président sud-africain a salué son engagement en faveur d'un leadership éthique. Cyril Ramaphosa qualifie son décès de moment triste pour le pays. N'allez nulle part ailleurs, s'il vous plaît. Le Monde aujourd'hui revient dans quelques petits instants. Merci. Too many haters thought that I had
Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, une émission de VOA Afrique. Comme tous les jeudis, nous retrouvons Mohamedou Oumfa pour la rubrique consacrée à la santé. À vous, Mohamedou. Salut Jacques, la pandémie de Covid-19 reste le sujet majeur d'actualité en ce qui concerne la santé en Afrique. Avec environ 35 000 cas confirmés et plus de 1500 décès au 29 avril 2020, l'Afrique reste largement moins touchée que l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Mais la maladie mobilise autant qu'ailleurs les gouvernements, les personnels de santé et l'opinion publique. Mais alors que les pays s'efforcent de maîtriser la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé rappelle qu'ils doivent maintenir les efforts face à d'autres urgences sanitaires et préserver les progrès réalisés contre des maladies telles que la polio ou le paludisme. Parlant justement du paludisme, l'une des principales causes d'hospitalisation en Afrique, en 2018, sur les 228 millions de cas enregistrés dans le monde, 93% se trouvaient en Afrique, alors que plus de 380 000 personnes mouraient de cette maladie. L'OMS prédit d'ailleurs que le paludisme pourrait occasionner 700 000 décès cette année, soit près du double de cas annuels enregistrés sur le continent si les systèmes de santé publique continuent à suivre la rude épreuve que leur impose la persistance de la pandémie de Covid-19. Alors, quel type de pression le Covid-19 exerce-t-il sur les systèmes de santé publique en Afrique? Nous avons posé la question au docteur Constantine Tienkou. Il est le fondateur de la clinique Healing Hands Medical Center, c'est ici en Virginie, aux États-Unis. Merci. Nous avons un effet dévastateur sur le système sanitaire. À travers le monde, nous avons 3 millions de cas et 1 million de décès. Et un tiers de ces décès et des maladies, c'est parmi le personnel médical, c'est-à-dire les médecins, les infirmières et les auxiliaires. D'une part. D'autre part, même ceux qui ne sont pas malades ont des problèmes psychiatriques, d'anxiété. Et récemment, nous avons vu un médecin se suicider, un médecin qui soignait les malades du Covid. Au plan de vue médical aussi, nous avons un recul sur les grands programmes de l'Organisation mondiale de la santé, tels que le programme élargi de vaccination qui est mis en deuxième plan, tels que la lutte globale contre le HIV et le sida, et aussi les maladies infectieuses telles que le paludisme, la fièvre typhoïde et la tuberculose. Nous sommes sous pression, n'est-ce pas, de réorienter certains programmes à cause de ce problème de Covid-19. Merci, docteur Constantine Tienkou, pour ces précisions. Merci, Jacques. C'était la chronique santé de ce jeudi. Au même chapitre, l'université d'Oxford a entamé des essais du premier vaccin anti-Covid-19 en Europe. Comment les virus modifiés réagissent sur les cellules humaines? Plus d'explications avec Blanche Sanou. Selon un rapport du 23 avril de l'université d'Oxford, révélé par la BBC, un vaccin expérimental Covid-19 a été testé sur l'homme. Le processus consiste à affaiblir les virus du rhume, de sorte qu'ils ne peuvent pas se développer à l'intérieur du corps humain après l'injection. Lorsque les receveurs de vaccins sont exposés réellement au nouveau coronavirus, le système immunitaire de leur corps sera alors à mesure d'identifier la menace, de brouiller les anticorps et les cellules tueuses pour lutter contre l'infection. Dans le document de l'université d'Oxford, les scientifiques disent qu'ils ont retenu 2 volontaires sur environ 800 recrutés pour la première phase de l'essai avec des humains. Selon les médecins, les effets secondaires potentiels comprennent des maux de tête, de la fièvre et des douleurs musculaires quelques jours après l'injection. La Côte d'Ivoire a ouvert le premier centre de dépistage volontaire du Covid-19 à Abidjan et prévoit d'en ouvrir 12 autres dans pas longtemps. De même, le gouvernement offre gratuitement des millions de masques aux Ivoiriens après avoir déclaré que leur port sera obligatoire d'ici la semaine prochaine. Les détails avec Blanche Sanou. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies avait révélé récemment que les tests ne sont pas suffisants en Afrique subsaharienne pour contrôler effectivement la maladie. Mais la Côte d'Ivoire avait su donner les moyens nécessaires pour stopper la propagation du nouveau coronavirus sur son territoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a déclaré que les autorités travaillent sur une série de mesures sanitaires. Donc dans cette lutte, et en prenant en compte la population, nous pouvons donc tenir quasiment environ 4 mois
avec la commande, puisque la commande globale donc, sera d'environ 200 millions donc, de masques. Mais là-bas également, je me suis rendu compte que nous avons fait les commandes nécessaires en médicaments, en réactifs, en intrants, et que tout cela sera disponible dans la période allant de maintenant jusqu'au 5 mai. Une unité mobile de test a été démantelée par les habitants du quartier de Yopougon qui ont déclaré ne pas vouloir de patients Covid-19 près de chez eux. Le gouvernement a déclaré qu'il ferait plus d'efforts pour tenir la population informée et a rétabli l'ordre en expliquant que la structure mobile était destinée au dépistage et non au traitement. Mais dans certaines parties d'Abidjan, les gens sont encore réticents à appliquer les règles et le gouvernement craint que le message ne passe pas. Si ça nous fait peur, mais le problème même c'est pas le fait que on se regroupe, ce qu'on appelle comme si on était en train de défier les autorités ou bien non, c'est pas ça. C'est une question d'habitude. Il faut qu'on nous sensibilise bien et qu'il y ait un peu partout des lieux pour se tester, pour prouver qu'on n'a pas ce genre de maladie là et qu'on puisse vivre ensemble. Et puis c'est un quartier ici, à peu près tout le monde se connaît. S'il y a un cas suspect aujourd'hui, tout le monde le saura. Voilà, vu qu'on ne va pas très loin, on est toujours au quartier pour éviter de s'exposer un peu plus. Le Premier ministre a réitéré son appel pour que chacun reste chez lui autant que possible et applique toutes les restrictions gouvernementales. Les mesures visant à arrêter la propagation du nouveau coronavirus comprennent l'arrêt des déplacements à l'intérieur et hors des régions, la réduction du nombre de voyageurs dans les transports publics, un couvre-feu à partir de 21h et le port obligatoire de masques. La Côte d'Ivoire a le plus grand nombre de cas positifs de nouveau coronavirus en Afrique de l'Ouest, selon les chiffres publiés par le CDC, qui annonce aussi la distribution des millions de kits sur tout le continent à partir de la semaine prochaine. Partout en Afrique, les gens trouvent des solutions locales au défi mondial du coronavirus, de l'innovation technologique à la collaboration communautaire. Les Africains utilisent les ressources disponibles pour relever les défis sans précédent auxquels ils sont confrontés. Faisons un tour d'horizon de ces trouvailles avec Yacouba Ouedraogo. Dans cet atelier à Dakar au Sénégal, ce groupe technologique local est à l'œuvre. Face au manque d'équipement médical dans les centres de santé, il a mobilisé des imprimantes 3D pour fabriquer des visières en plastique pour les travailleurs de la santé. Ces jeunes impriment et assemblent chaque jour des dizaines de masques qu'ils livrent gratuitement aux hôpitaux, pharmacies et cliniques. Et on a vu qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se faisaient dans d'autres pays par rapport au fait d'équiper les médecins, sachant aussi qu'au Sénégal, on a un problème d'équipement et de ressources. Et nous, on avait une imprimante 3D, donc on a décidé de commencer à en faire, parce qu'on pouvait aider. Cette prise de conscience populaire face au Covid-19 s'observe aussi à Monrovia, la capitale du Libéria. Ici, impossible d'entrer dans certains quartiers sans une halte obligatoire à des points de contrôle pour une prise de température et un lavage systématique des mains. Il y a des Libériens qui doutent encore que la maladie ne soit pas dans ce pays, c'est leur conviction. Alors, quand ils ont vu ces gars-là poser ces checkpoints, dire aux gens de se laver les mains, de prendre leur température et autres, certains essayent de réaliser que c'est vrai. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé un programme de secours de 26 milliards de dollars pour soutenir l'économie et les personnes vulnérables. Cette annonce intervient après de violents affrontements entre la police et les populations dans certaines régions à cause du non-respect des mesures de confinement. Un autre domaine important qui nécessite des dépenses supplémentaires massives est le soulagement de la faim et de la détresse sociale dans nos communautés à travers le pays. Ailleurs, c'est Madagascar qui fait beaucoup parler de lui. Son président Ange Radjoel fait la promotion d'une boisson faite à base de plantes locales qui, selon lui, peut prévenir le Covid-19 et guérir les patients infectés. L'armée distribue désormais cette boisson aux populations et aux élèves qui retournent à l'école après un mois de confinement. En République démocratique du Congo, la médecine alternative n'a rien de nouveau. Ceux qui cherchent à soulager les symptômes de la toux et de la fièvre se dirigent vers les étals de marché à Kinshasa. En Ouganda, les autorités se préoccupent de la situation des enfants de la rue, chez qui la pandémie pourrait facilement se propager. 180 des plus vulnérables ont été hébergés dans cette école primaire. Lorsque le confinement a été décrété, nous avions des enfants qui vivent et travaillent dans la rue. Et quand la directive de rester à la maison a été faite, ils n'avaient pas de maison où aller parce que leur maison était dans la rue.
Bien évidemment, la musique est aussi un puissant moyen de sensibilisation sur la pandémie. Voilà pourquoi l'UNICEF a accompagné une nouvelle version du tube de Myriam Makeba, Pata Pata, interprétée par Angélique Kidjo du Bénin. Cette chanson a une résonance particulière pour Kidjo, dont l'ami, l'icône de l'afro-jazz Manu Dibango, est décédé plus tôt ce mois-ci du coronavirus. La mise en quarantaine et les blocages dans de nombreuses villes américaines ont changé la vie quotidienne des gens, y compris ceux qui a trait à la recherche de l'âme sœur. Coronavirus oblige. En ce moment, cela se fait davantage en ligne à travers les applications et les sites de rencontres. Karina Brafadzian s'est penchée sur le sujet. Le récit est de Thierry Kaoré. Alors que des millions de personnes sont mises en quarantaine à la maison, l'amour trouve toujours un moyen et les applications de rencontres s'adaptent à la nouvelle réalité. Dans certains cas, leur utilisation a augmenté de 20%. L'application Tinder a même créé une option permettant de chercher gratuitement quelqu'un en dehors de votre ville. Donc les utilisateurs peuvent désormais chercher l'amour n'importe où, car la relation devrait être en ligne de toutes les façons. J'ai simplement dit « Hey, voulez-vous prendre un verre sur FaceTime ?» Elle a dit oui. Donc nous avons échangé et finalement on a décidé d'aller plus loin. Dîner et prendre un verre ne sont plus les seules options pour une première rencontre en ligne. Les utilisateurs d'applications de rencontres disent qu'ils font des rencontres en ligne pendant qu'ils font leurs courses, cuisinent et jouent même à des jeux vidéo. Les développeurs de ces applications disent que les rencontres en ligne ne sont pas si différentes de celles en personne. Genre, je dois faire quelque chose de différent parce que c'est un rendez-vous virtuel. La première ou la deuxième étiquette de rencontre est la même. La même chose s'applique. Vous voulez faire un effort pour être joli parce que cela montre que vous vous souciez et que vous vous efforcez de faire de bonnes impressions. Le premier rendez-vous, je pense qu'il est bon de le garder léger et décontracté. Bien qu'il puisse être utile de s'assurer que le micro et la caméra fonctionnent bien, les sujets de discussion ne manqueront pas. La pandémie a envahi les pensées de tout le monde, quel qu'en soit l'endroit. Les gens se font rares, peu importe votre emplacement, ils ont une chose principale à l'esprit et c'est le Covid-19. Il y a donc une réelle envie de se connecter. Et même si les gens apprécient maintenant ces rencontres en ligne, il ne fait aucun doute qu'une fois la quarantaine levée, ils seront de retour dans le monde réel à la recherche de l'âme sœur.